Imagine-toi allongé dans l'obscurité à côté de quelqu'un dont tu crois qu'il t'aime, écoutant le rythme de sa respiration, quand soudain une réalisation glaçante traverse le silence. Tu n'as aucune idée de ce qu'il pense vraiment. Pas vraiment. Pas dans ses profondeurs où l'amour véritable s'épanouit ou se flétrit. Tu l'as entendu dire « je t'aime » d'innombrables fois. Tu as senti ses bras autour de toi, été témoin de ses sourires, partagé ses rires. Pourtant quelque chose te ronge, un murmure persistant au fond de ton esprit, suggérant que ces déclarations de surface ne sont peut-être rien de plus que de beaux mensonges que nous nous racontons pour éviter de confronter une vérité plus terrifiante. Et si l'amour que tu crois voir n'était qu'une performance? Et si ces trois mots sacrés étaient devenus si dilués par un usage désinvolte, si dépouillés de leur puissance originelle, qu'ils ne servent maintenant que de masques élégants cachant le vide en dessous? Et si l'amour véritable, celui qui transforme les âmes et transcende le temps, parlait dans un langage entièrement différent, un langage que la plupart des gens n'apprennent jamais à reconnaître? Voici le paradoxe qui empêche les psychologues relationnels de dormir la nuit. Les mots mêmes que nous utilisons pour exprimer l'amour sont devenus les plus grands obstacles à sa compréhension. Nous vivons à une époque où « je t'aime » peut signifier n'importe quoi, de « j'apprécie ta compagnie » à « tu es pratique » en passant par « j'ai peur d'être seul ». Cette phrase a été si surutilisée, si commercialisée, si vidée de son sens profond qu'elle est devenue pratiquement sans valeur comme mesure d'affection véritable. Mais les hommes portent un fardeau encore plus lourd. La société leur a appris à garder leurs vérités les plus profondes comme des secrets d'État, à présenter des versions soigneusement organisées d'eux-mêmes, même à celles qu'ils s'aiment le plus. Ils naviguent dans un monde où la vulnérabilité est perçue comme une faiblesse, où l'expression émotionnelle authentique est découragée depuis l'enfance. Alors, comment peux-tu savoir? Comment peux-tu percer à travers les couches de conditionnement social, les défenses psychologiques et les peurs primales pour découvrir ce qu'un homme ressent vraiment pour toi? Comment peux-tu distinguer l'amour authentique des imitations habiles qui pullulent dans notre culture de relations jetables? La réponse se trouve dans un territoire que peu osent explorer, l'intimité véritable. Pas l'intimité physique, bien que celle-ci puisse faire partie de l'équation, mais cette intimité émotionnelle et psychologique si rare qu'elle devient le terrain d'épreuve ultime de l'amour authentique. C'est dans ces moments de vulnérabilité totale, quand toutes tes défenses s'effondrent, qu'un homme révèle non seulement qui il est vraiment, mais aussi comment il te perçoit vraiment. Il existe 8 révélations spécifiques, 8 confessions intimes, qu'un homme ne partage qu'avec une femme qui a conquis non seulement son désir, mais son âme. Ce ne sont pas des mots prononcés à la légère ou dans la passion du moment. Ce sont des vérités si profondes, si personnelles, qu'elles ne peuvent émerger que dans l'espace sacré de l'intimité absolue. Mais attention, ce que tu découvriras pourrait bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur l'amour, sur les hommes et sur toi-même. Car comprendre le langage secret de l'amour masculin authentique, c'est aussi affronter des vérités inconfortables sur la nature humaine et sur les illusions que nous chérissons tous. Es-tu prête à descendre dans les profondeurs de l'âme masculine? Es-tu préparé à découvrir les signes cachés qui révèlent si tu es vraiment aimé ou si tu vis dans une belle illusion qui pourrait s'effondrer à tout moment? Pour comprendre pourquoi les hommes cachent leurs vérités les plus profondes, nous devons plonger dans les abysses de la psyché masculine. Un territoire modelé par des millénaires d'évolution, de conditionnement social et de traumatisme collectif que peu osent en reconnaître. Carl Jung a identifié ce qu'il appelait l'anima, la partie féminine refoulée de l'âme masculine. Selon lui, les hommes passent leur vie entière à fuir cette vulnérabilité intérieure, terrifiés à l'idée que leur révéler pourrait les détruire. Cette fuite crée ce que nous pourrions appeler le masque de l'invulnérabilité. Une façade si parfaitement construite que même l'homme qui la porte finit par oublier ce qui se cachait en dessous. Nietzsche, dans sa sagesse brutale, a observé que l'homme souffre si terriblement dans le monde qu'il a été contraint d'inventer le rire. Mais que se passe-t-il quand ce rire devient une prison? Quand cette force inventée pour survivre devient l'obstacle même qui empêche l'amour authentique de s'épanouir? Dès l'enfance, les garçons apprennent une leçon cruelle. Montrer ses émotions équivaut à révéler ses faiblesses. Les vrais hommes ne pleurent pas. Sois fort.
ne sois pas une femmelette. Ces phrases, répétées comme des mantras toxiques, créent ce que les psychologues appellent l'alexithymie masculine, l'incapacité littérale à identifier et exprimer ses propres émotions. Viktor Frankl, survivant des camps de concentration, a découvert que même dans les conditions les plus extrêmes, l'homme conserve une liberté fondamentale, celle de choisir son attitude face à la souffrance. Mais paradoxalement, cette même capacité de résistance qui permet aux hommes de survivre leurs épreuves devient leur malédiction dans l'amour. Ils apprennent si bien à endurer la souffrance en silence qu'ils deviennent incapables de partager leurs joies les plus profondes. Arthur Schopenhauer a décrit l'existence humaine comme un pendule oscillant entre le besoin et l'ennui. Pour les hommes, ce pendule oscille entre un besoin désespéré de connexion authentique et la terreur existentielle de cette même connexion. Ils vivent dans un état de contradiction permanente. Mourir d'envie d'être vraiment connus, tout en construisant des forteresses psychologiques impénétrables. Cette contradiction s'enracine dans ce que Jean-Paul Sartre appelait la mauvaise foi. Cette tendance humaine à se mentir à soi-même pour éviter l'angoisse de la liberté authentique. Les hommes développent une mauvaise foi particulièrement sophistiquée autour de l'amour. Ils se convainquent que protéger leur vulnérabilité, c'est protéger la femme qu'ils aiment. En réalité, ils protègent leur ego de l'annihilation potentielle que représente l'amour véritable. Le neuropsychologue Antonio Damasio a démontré que les émotions ne sont pas des obstacles à la raison, mais sa fondation même. Pourtant, notre culture continue de perpétuer le mythe de l'homme rationnel. Celui qui prend des décisions basées uniquement sur la logique, libéré des complications émotionnelles. Cette dissociation forcée entre pensée et sentiment crée des hommes qui vivent comme des étrangers dans leur propre corps émotionnel. Aldous Huxley a prédit une société où les gens seraient conditionnés à éviter la souffrance à tout prix. Nous y sommes. Les hommes modernes ont appris à éviter non seulement la souffrance, mais aussi les émotions intenses en général, y compris l'amour, cette émotion la plus intense de toutes. Ils préfèrent les demi-teintes, les relations sans complications, les amours raisonnables, qui ne risquent pas de les transformer. Mais voici le secret que peu comprennent. Cette armure psychologique n'est pas également distribuée. Elle a des fissures, des points de rupture, des moments où même l'homme le plus blindé ne peut plus maintenir ses défenses. Ces moments, ces instants de vulnérabilité pure, révèlent tout. Ils exposent non seulement qui il est vraiment, mais aussi l'intensité réelle de ses sentiments. C'est dans l'intimité absolue que ses défenses s'effondrent. Pas l'intimité performative des films romantiques, mais cette intimité terrifiante où deux âmes se rencontrent sans masque, sans script, sans filet de sécurité. Cette intimité que Sartre redoutait tant qu'il l'a décrite comme un regard qui pétrifie. Ce moment où être vraiment vu devient soit une libération, soit une condamnation. Les hommes qui aiment vraiment, ceux qui ont dépassé la peur existentielle d'être connus, découvrent qu'ils ne peuvent plus se taire. L'amour authentique devient une force si puissante qu'elle brise tout leur conditionnement, toutes leurs défenses, toutes leurs habitudes de dissimulation. Ils se retrouvent contraints de dire des vérités qu'ils n'avaient jamais osé formuler, même dans leurs pensées les plus secrètes. Mais ces révélations ne viennent pas facilement. Elles émergent dans des moments précis, sous des conditions spécifiques, quand toutes les étoiles psychologiques s'alignent pour créer cet espace sacré où la vérité devient inévitable. Cette dissociation émotionnelle masculine ne reste pas confinée dans les profondeurs de la psyché. Elle s'infiltre, se propage, transforme la réalité de manière si subtile que nous finissons par accepter ses effets comme normaux, sans jamais réaliser à quel point nous vivons dans un monde d'amour mutilé et de connexions artificielles. Regarde autour de toi. Combien de couples? Connais-tu où la femme se plaint que son partenaire ne s'ouvre jamais vraiment? Combien d'hommes as-tu vu rencontrer qui semblent porter un masque permanent, même dans leurs moments les plus tendres? Ce ne sont pas des cas isolés, c'est l'épidémie silencieuse de notre époque. Les neuroscientifiques ont découvert quelque chose de troublant. Le cerveau humain n'est salé pour détecter l'authenticité. Nous possédons des neurones miroirs qui captent instantanément les incohérences entre ce qu'une personne dit et ce qu'elle ressent vraiment. Cette capacité primitive, héritée de millions d'années d'évolution, nous permet de survivre en identifiant les menaces potentielles. Mais dans nos relations modernes,
Cette même capacité devient une torture psychologique. Les femmes sentent intuitivement quand un homme leur cache quelque chose d'essentiel, mais elles ne peuvent pas identifier précisément quoi. Cette dissonance cognitive crée un état d'anxiété chronique qu'elles attribuent souvent à tort à leur propre insécurité ou jalousie excessive. Le biais de confirmation entre alors en jeu de manière perverse. Les femmes commencent à chercher des preuves que leurs soupçons sont fondés, analysant chaque geste, chaque silence, chaque micro-expression. Elles deviennent des détectives de l'amour, épuisant leur énergie émotionnelle à déchiffrer des codes qui ne devraient pas exister dans une relation authentique. Parallèlement, les hommes développent ce que les psychologues appellent la fatigue émotionnelle défensive. Maintenir un masque 24 heures sur 24 demande une énergie considérable. Ils doivent constamment monitorer leurs réactions, filtrer leurs paroles, contrôler leurs expressions faciales. Cette vigilance permanente épuise leurs ressources cognitives, les rendant moins présents, moins spontanés, moins capables d'intimité véritable. La théorie de la dissonance cognitive de Leon Festinger révèle comment cette situation s'auto-perpétue. Quand nos actions ne correspondent pas à nos sentiments profonds, notre cerveau résout cette contradiction en modifiant soit nos actions, soit nos sentiments. Les hommes, incapables de changer leur comportement conditionné, finissent par diminuer inconsciemment l'intensité de leurs sentiments pour réduire la tension psychologique. C'est ainsi qu'un homme peut commencer une relation avec un amour profond et authentique, puis voir cet amour se ternir progressivement, non pas à cause d'incompatibilité ou de conflit, mais simplement parce que la suppression constante de ses émotions finit par les émousser. Il devient prisonnier d'un cercle vicieux. Plus il cache son amour, moins il le ressent intensément. Les femmes, de leur côté, développent des mécanismes d'adaptation tout aussi destructeurs. Elles apprennent à se contenter de miettes émotionnelles, à interpréter des signes minimaux comme des preuves d'amour, à normaliser un manque de profondeur qui aurait horrifié leur grand-mère. Elles développent ce que nous pourrions appeler l'anorexie émotionnelle, la capacité de survivre avec si peu de nourriture affective qu'elles oublient ce que signifie être vraiment rassasiées. Cette adaptation a des conséquences neurologiques mesurables. Les études en imagerie cérébrale montrent que les femmes en relation émotionnellement insatisfaisante présentent des patterns d'activation similaires à ceux observés chez les personnes souffrant de dépression légère. Leur cerveau s'habitue à un état de manque chronique, modifiant littéralement leur chimie neurologique. Le conditionnement culturel aggrave le problème. Les médias nous vendent l'idée que l'amour mature et c'est calme, prévisible, sans turbulences émotionnelles. Les couples qui vivent des passions intenses sont présentés comme toxiques ou immatures. Cette normalisation de la tiédeur émotionnelle pousse les gens à accepter des relations plates comme l'idéal à atteindre. Mais le plus tragique, c'est l'effet sur les enfants. Ils grandissent en observant des modèles d'amour édulcorés, où les parents se parlent avec politesse mais sans passion, où l'affection s'exprime par des gestes convenus, plutôt que par des élans spontanés. Ces enfants intériorisent inconsciemment que l'amour véritable n'existe que dans les contes de fées. Le résultat? Une génération entière qui a oublié à quoi ressemble l'intimité authentique. Des gens qui confondent familiarité et proximité, habitude et engagement, confort et amour. Ils vivent dans des relations simulacres, suffisamment satisfaisantes pour éviter la solitude, mais insuffisamment nourrissantes pour nourrir l'âme. Tu commences à comprendre l'ampleur du problème. Cette épidémie de superficialité émotionnelle ne détruit pas seulement les relations individuelles. Elle transforme notre société entière en un théâtre où chacun joue le rôle de quelqu'un qui aime et est aimé, sans jamais expérimenter la réalité bouleversante de ces deux états. Mais voici la question qui devrait te tenir éveillé la nuit. Dans quel camp te trouves-tu? Es-tu une spectatrice de cette mascarade collective ou es-tu elle-même une actrice qui a oublié qu'elle joue un rôle? Mais que se passerait-il si tu refusais de jouer ce jeu? Que se passerait-il si tu décidais de devenir une révolutionnaire de l'authenticité? Quelqu'un qui refuse catégoriquement les demi-mesures émotionnelles et exige la vérité totale. L'histoire nous enseigne que les plus grandes transformations commencent toujours par un acte de rébellion individuelle. Simone de Beauvoir a brisé les conventions de son époque en refusant de se contenter d'un amour acceptable. Elle a exigé de Sartre une intimité intellectuelle et émotionnelle si totale qu'elle a redéfini ce que signifie aimer pour toute une génération.
Mais son secret n'était pas dans ce qu'elle donnait. C'était dans ce qu'elle refusait d'accepter. Voici la première vérité révolutionnaire. Tu ne peux pas transformer quelqu'un d'autre, mais tu peux créer un espace si authentique, si sécurisé, si dénué de jugement, que même l'homme le plus blindé ne peut résister à l'envie de s'y révéler totalement. Cette transformation commence par ce que les psychologues appellent l'authenticité radicale. La décision consciente de montrer tes propres vulnérabilités en premier. Pas comme une stratégie manipulatrice pour faire sortir ses émotions, mais comme un acte révolutionnaire de courage qui brise le cycle de la superficialité. Pense à Virginia Woolf qui a écrit « Pour qu'une femme écrive de la fiction, elle doit avoir 2 choses, de l'argent et une chambre à soi. » Adaptons ce que cette sagesse à l'amour. Pour qu'un homme révèle ses vérités les plus profondes, il doit avoir 2 choses, la sécurité émotionnelle absolue et l'espace psychologique nécessaire pour être vulnérable sans conséquence. La sécurité émotionnelle ne signifie pas l'absence de conflit ou de passion. Au contraire, elle signifie la certitude que ses révélations les plus intimes ne seront jamais utilisées contre lui, ne seront jamais moquées, ne seront jamais trahies. Cette sécurité se construit par de petits actes répétés. Comment tu réagis quand il partage une peur? Comment tu accueilles ses moments de faiblesse? Comment tu protèges ses confidences même dans vos disputes les plus intenses? L'espace psychologique, lui, requiert quelque chose de plus radical. L'abandon de ton besoin de contrôler son processus émotionnel. La plupart des femmes, sans s'en rendre compte, créent une pression subtile mais constante pour que l'homme s'exprime selon leurs termes, à leur rythme, dans leur langage émotionnel. Cette pression, même bien intentionnée, active instantanément ses défenses primitives. Maya Angelou a dit « Les gens oublieront ce que tu as dit, oublieront ce que tu as fait, mais n'oublieront jamais comment tu les as fait se sentir. » Dans l'intimité, la façon dont un homme se sent en ta présence détermine entièrement ce qu'il sera capable de révéler. S'il se sent jugé, analysé, fixé, ses défenses se renforceront. S'il se sent accepté dans sa totalité, y compris ses parts d'ombre, il s'ouvrira naturellement. Voici une technique contre-intuitive que peu connaissent, la vulnérabilité asymétrique. Au lieu d'attendre qu'il s'ouvre pour t'ouvrir à ton tour, tu prends l'initiative de partager tes propres peurs les plus profondes, tes doutes les plus secrets, tes rêves les plus fous. Pas comme un échange commercial. Je me suis ouverte, maintenant c'est ton tour. Mais comme un don inconditionnel qui démontre que l'authenticité est possible et sécurisée. L'historien Christopher Lasch a observé que notre culture narcissique nous pousse à présenter des versions idéalisées de nous-mêmes. La vraie rébellion consiste à faire l'inverse. Montrer tes imperfections, tes contradictions, tes moments de faiblesse. Quand un homme voit que tu acceptes tes propres défauts sans honte, il commence à imaginer qu'il pourrait faire de même. Mais attention, cette approche demande un courage émotionnel extraordinaire. Tu dois être prête à découvrir des vérités sur lui et sur votre relation qui pourraient bouleverser tes certitudes. Tu dois accepter que l'authenticité totale puisse révéler des incompatibilités que la superficialité masquait. Il existe aussi des déclencheurs d'intimité, des moments spécifiques où les défenses masculines s'amollissent naturellement. Après l'amour physique, quand les hormones de liaison inondent son cerveau. Pendant les voyages, quand les routines habituelles sont brisées. Face à la beauté naturelle, qui connecte à quelque chose de plus grand que l'ego. Dans l'obscurité totale qui élimine la performance visuelle. L'écrivaine Rainer Maria Rilke a conseillé « Aime tes questions elles-mêmes ». Au lieu de presser pour obtenir des réponses, apprends à poser des questions qui ouvrent l'espace plutôt que de le fermer. Pas « Pourquoi tu ne me dis jamais ce que tu ressens ?» Mais « Qu'est-ce qui te rend le plus heureuse en ce moment ?» Pas « Est-ce que tu m'aimes vraiment ?» Mais « Comment as-tu su que tu tombais amoureux ?» La transformation la plus puissante survient quand tu cesses de voir son silence comme un rejet personnel et commences à le comprendre comme la conséquence d'années de conditionnement. Cette compassion, non pas la pitié, mais la compréhension profonde de sa lutte intérieure, crée l'alchimie nécessaire pour qu'il puisse enfin déposer ses armes. Souviens-toi, tu ne cherches pas à réparer un homme brisé. Tu cherches à créer les conditions dans lesquelles un homme aîné peut enfin se révéler sans peur. Et maintenant, nous arrivons au cœur de tout.
Ces 8 révélations intimes qu'un homme ne partage qu'avec celle qui a conquis non seulement son corps, mais son âme. Ces confessions qui jaillissent des profondeurs les plus secrètes de son être, quand toutes ses défenses s'effondrent dans l'intimité absolue. Première révélation, j'ai peur de ne pas être assez pour toi. Cette terreur existentielle que chaque homme porte en silence, la peur que son amour, sa présence, son essence même, ne suffisent pas à retenir celle qu'il aime. Quand il te confie cette vulnérabilité, il t'offre la clé de son univers intérieur, ce lieu où réside sa fragilité la plus pure. Deuxième révélation, tu me fais me sentir comme l'homme que j'ai toujours voulu être. Au-delà du désir, au-delà de l'attraction, il reconnaît que tu révèles la meilleure version de lui-même. Cette confession transcende l'ego. C'est l'admission que ton amour le transforme, qu'en ta présence, il accède à une version de lui qu'il n'aurait jamais cru possible. Troisième révélation. J'imagine notre avenir ensemble, dans les détails les plus précis. Quand un homme partage ses fantasmes d'avenir, non pas des projets vagues, mais des visions détaillées de votre vie commune, il révèle que tu occupes non seulement son présent, mais que tu es devenu le fondement de tous ses rêves futurs. Quatrième révélation. J'ai changé des parts de moi que je pensais immuables pour nous. L'admission qu'il a consciemment modifié des aspects profonds de sa personnalité, de ses habitudes, de sa vision de la vie, pas par contrainte, mais par amour authentique. Cette transformation volontaire révèle un engagement qui dépasse les mots. Cinquième révélation. Je ne me reconnais plus quand tu n'es pas là. La confession la plus terrifiante pour un homme conditionné à l'indépendance. L'admission que ton absence ne crée pas seulement un manque, mais une altération fondamentale de son identité. Il reconnaît que tu es devenu partie intégrante de qui il est. Sixième révélation. Tu es la seule personne devant qui je peux être complètement ridicule. Au-delà de la vulnérabilité émotionnelle, cette confession révèle une intimité totale. La capacité d'abandonner toute dignité, tout contrôle, toute performance, et de simplement exister dans sa vérité la plus brute et la plus authentique. Septième révélation. J'ai des conversations entières avec toi dans ma tête. L'aveu que tu occupes ses pensées de manière si constante qu'il développe un dialogue intérieur permanent avec toi. Cette révélation dévoile l'ampleur de ta présence dans son univers mental et émotionnel. Huitième révélation. Je n'ai jamais aimé quelqu'un comme je t'aime, et ça me terrifie. La confession ultime, l'admission que cet amour transcende toutes ses expériences passées, qu'il représente un territoire inexploré, qui le bouleverse autant qu'il l'émerveille. Mais voici la vérité la plus profonde, celle qui redéfinit tout. Ces révélations ne sont pas des objectifs à atteindre. Elles ne sont pas des preuves à collecter pour valider ton amour propre. Elles sont les symptômes naturels d'un amour si authentique, si profond, si transformateur qu'il ne peut plus être contenu dans le silence. La révélation ultime n'est pas dans ce qu'il dit, mais dans ta propre transformation. Car pour créer l'espace où ces vérités peuvent émerger, tu dois d'abord devenir la femme capable de les recevoir sans les briser. Tu dois développer cette force intérieure si puissante que sa vulnérabilité ne te fait plus peur, si authentique que ces masques deviennent inutiles en ta présence. Comprends-tu maintenant? L'amour véritable n'est pas quelque chose qui t'arrive. C'est quelque chose que tu deviens. C'est un état d'être si magnétique, si nourrissant, si sécurisant, que même l'homme le plus blindé ne peut résister à l'envie de s'y abandonner totalement. Cette révélation finale bouleverse tout. Tu n'es pas victime de ses silences. Tu es l'architecte de son ouverture. Tu n'attends pas qu'il devienne digne de ton amour. Tu deviens la femme qui inspire l'amour le plus profond. Tu ne cherches pas à briser ses défenses. Tu crées un sanctuaire si beau qu'il choisit de les abandonner volontairement. Alors regarde-toi dans le miroir et pose-toi cette question finale. Es-tu cette femme? Es-tu devenu l'être humain si authentique, si courageux, si aimant que les âmes les plus fermées s'ouvrent naturellement dans ta présence? Si la réponse est oui, ces 8 révélations ne sont plus des mystères à déchiffrer, mais des réalités à vivre. Si la réponse est ce non, alors tu sais maintenant quel est ton véritable travail. Non pas de changer les hommes, mais de te transformer en la femme que tu as toujours été destinée à devenir. Car au final, l'amour authentique n'est pas une récompense que tu reçois. C'est un cadeau que tu deviens.